Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module du SDG Innovation Bootcamp qui aura pour thème aujourd'hui comprendre la motivation des participants au hackathon. Donc, de nouveau, pour ceux qui n'étaient pas présents au module précédent, un petit rappel des quelques règles qu'on essaye d'appliquer dans ces modules pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez allumer vos caméras, comme ça on peut tous se voir. Mais sachez que la session est enregistrée et disponible ensuite en replay sur YouTube et sur la Sparkboard. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, il n'y a pas de souci. Pendant les présentations, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever votre main, enfin lever la main virtuelle du Zoom ou à la poser dans le chat. Et essayons de garder les réponses et les questions assez courtes pour qu'on puisse avancer dans la présentation. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mégane Siméon et je suis accompagnée de Julia d'Alest d'Open Geneva. Et on se réjouit de vous avoir pour ce dernier module. Petit rappel, voici tous les modules qui ont eu lieu. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à certains d'entre eux et qui voudraient les revoir, ils sont disponibles, comme j'ai dit, en replay sur YouTube et sur la Sparkboard. Maintenant, je vais tout de suite laisser la main à Thomas et Lucia qui vont vous parler du sujet du jour, qui est la science des hackathons. Merci beaucoup, Julia et Mégane. Juste, j'arrive pas à partager mon écran. Je suis navré. C'est qu'il faut qu'on te le donne. C'est bon. Ça devrait être bon. Parfait. Merci beaucoup. Bon? Oui, oui. Parfait. Génial. Alors, super, merci. So we speak, on parle en français, c'est ça? Comme tu préfères. J'essaie en français et Lucia, qui est avec moi, parlera en anglais. Puis on va essayer de faire comme ça. OK? Alors, l'idée ce soir, c'est de vous parler un petit peu de ce dernier module, c'est vous montrer un petit peu ce qui se passe en arrière-plan d'un hackathon, pas seulement en termes d'organisation, mais en termes de compréhension. Open Geneva et l'Université de Genève en particulier ont vraiment pris un leadership pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ce phénomène de hackathon. Donc, c'est pas seulement que ça marche, comme vous pouvez le remarquer, mais c'est aussi, en fait, c'est un peu mystérieux la manière dont ça marche. Pourquoi les gens viennent pendant un week-end ou pendant une journée travailler entre guillemets gratuitement pour un but commun. Et c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que, évidemment, si vous allez le comprendre, c'est que si on comprend mieux quelles sont les motivations, quels sont les processus qui génèrent en fait finalement une forme de performance dans les hackathons, on va pouvoir mieux les designer, puis on va pouvoir les rendre encore plus effectifs pour les hackathons que nous on organise, mais aussi surtout pour les gens qui veulent organiser des hackathons, parce qu'évidemment le but c'est de partager open source notre savoir-faire. Et puis Lucia qui est avec moi va vous montrer même plus que des résultats, même un outil qu'elle a développé hier soir et qui est assez impressionnant. Alors voilà, on appelle ça la science des hackathons et puis on y va. Alors attendez, hop, voilà. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait étudier les hackathons? Pourquoi c'est un objet de recherche intéressant? La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'idée du temps. C'est l'idée que, en fait, dans la mythologie grecque, il y a deux idées de temps. La première, c'est chronos, c'est le temps en fait qui se déroule de manière routinière, qui passe, le temps qui passe. Chaque jour, vous vous levez, chaque jour, vous mangez, chaque jour, vous allez vous coucher. Et puis, voilà, c'est toujours un petit peu vous allez travailler, vous allez peut-être faire du sport et vous amuser. Et puis, si vous réfléchissez bien, il y a des moments dans votre vie où finalement, il y a quelque chose de spécial qui se passe, ou par exemple, la perception du temps va changer. Donc, imaginez, vous avez une réunion de famille, vous avez une expérience spéciale, quelque chose et tout à coup, le temps n'a pas la même dimension. Et puis, nous, on pense que le hackathon, c'est un petit peu ce qu'on appelle ces kairos moments, c'est ce deep time, ce moment spécial qui, en fait, où le temps s'arrête, où on change un peu d'espace-temps d'une certaine manière et de dimension d'espace-temps. Et puis, on a des évidences qui montrent qu'en fait, certaines personnes dans les hackathons ne voient pas le temps passer, vont travailler beaucoup plus que ce qu'ils pensent qu'ils ont vraiment travaillé,
ou qui pensent qu'ils vont travailler, et puis on voit vraiment que le temps file. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important, on va revenir là-dessus, mais quand on crée une expérience de hackathon, la première chose qui nous intéresse, c'est de voir à quel point on arrive à transformer l'expérience des gens en un moment Kairos par rapport à un moment Chronos. Aussi, le point qui est important, c'est que le hackathon, c'est vraiment un environnement où les gens qui participent ont beaucoup de liberté, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on construit cet environnement dans l'espace, c'est-à-dire dans un lieu, souvent, sauf quand on est en ligne, mais même sur Zoom, ça peut être un lieu, ou sur Slack, un lieu, et qui est éphémère dans le temps et dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un hackathon est un succès au-delà de faire un moment Kairos? Je pense que ce qui est important, c'est de voir un petit peu quels sont les process qui ont lieu durant un hackathon. Qu'est-ce que les gens viennent faire dans un hackathon? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est de manière, ou en tout cas notre hypothèse de recherche, l'idée, c'est que c'est une place d'échange de savoir. Donc, en fait, des gens vont venir dans les hackathons parce qu'ils veulent contribuer, évidemment, mais aussi quelque chose qui est assez bien compris comme un endroit où finalement les gens travaillent ensemble et puis vont trouver des solutions. Et puis ça donne la présupposition de base, c'est qu'il va y avoir une contribution. Mais surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens viennent aussi pour apprendre, ils viennent aussi pour recevoir. Donc, vous avez du savoir qui est contribué par certaines personnes, et ce savoir va être aussi intégré et reçu par d'autres personnes. Et puis, un peu le produit de ça va être finalement l'innovation qui va avoir lieu, qui est finalement l'innovation, ça va être un arrangement non trivial de savoir et d'information. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact dans les hackathons? Ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Alors, jusque récemment, l'unité de mesure, le KPI et le Key Performance Indicator d'un hackathon, c'était est-ce qu'il va y avoir des spin-offs? Est-ce qu'un projet devient une entreprise, devient un projet pérenne? Nous, à l'Université de Genève et à OpenGeneva, on pense qu'il y a plus que ça. Donc, par exemple, on peut avoir l'apprentissage d'une culture de l'innovation, surtout de l'innovation ouverte, comme un bien commun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ils vont pratiquer cette innovation qui vise qui est basée sur l'intelligence collective, sur le fait que des gens qui ont des backgrounds différents en termes de culture et d'expertise, en fait, discutent ensemble et puis cherchent des solutions, c'est un apprentissage en soi d'arriver à faire ça. Et ensuite, il y a les compétences, hein, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va dans un hackathon, on va apprendre des soft skills, des field skills. Donc, soft skills, ça va être peut-être s'exprimer, faire un pitch, construire une vidéo. Ça peut être, par exemple, si c'est un hackathon sur la finance durable ou sur child labor, sur le travail des enfants, ben, il va y avoir le fait de pratiquer l'innovation dans ces domaines, sur ces sujets, va faire apprendre finalement un certain nombre de choses sur ces domaines. Et après, il y a souvent des compétences digitales qui sont développées, puisqu'il y a souvent il y a un prototype qui est à construire, puis du coup, il va falloir le construire avec des outils digitaux. Et puis après, il y a les SDGs, il y a le développement durable. Donc nous, les hackathons, très souvent, ont un lien avec les objectifs du développement durable. Et du coup, c'est aussi des compétences qui peuvent être acquises. Et donc finalement, il peut aussi y avoir, dans certains cas, il peut y avoir des défis qui deviennent en fait des spin-offs qui sont viables, qui deviennent soit des entreprises, soit des projets qui sont continués par des organisations. Et puis du coup, au final, il y a aussi cette idée que l'expérience du hackathon, c'est quelque chose en soi. Si c'est réussi, si des gens disent waouh, j'ai passé un moment vraiment spécial, ça c'est qui a changé ma vie, qui a changé ma perspective sur le monde. Ça évidemment, et que cette personne dit j'ai pas vu le temps passer. Ça pour nous c'est vraiment le summum. Et puis on veut essayer de capturer ça. Alors donc la suite de la présentation est vraiment de comprendre finalement ces aspects de motivation, de qu'est-ce que les gens espèrent, et puis aussi de comment on peut construire un environnement qui marche. Alors, encore une fois, pour répéter par rapport à Chronos et Kairos, c'est vraiment un hackathon, c'est un moment éphémère qui va durer 24 heures ou 48 heures ou même 8 heures ou même 12 heures, qui a lieu dans un espace en général qui a été choisi en fonction du but du hackathon dans la mesure du possible. Et puis l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu quel environnement
dans quel environnement les participants espèrent finalement arriver qu'est-ce que les participants espèrent arriver à faire pour eux-mêmes, mais aussi pour un bien commun. Donc ça, c'est vraiment très important, surtout quand on lie au développement durable. Ben, il y a cette idée que innover, c'est pas forcément faire des brevets, c'est pas vraiment nécessairement créer de la propriété intellectuelle de manière exclusive, mais ça peut être aussi de créer quelque chose pour un bien commun. Et puis aussi, il y a cette idée que en fait, les gens ils vont se réunir de manière éphémère avec un certain niveau d'expertise et de diversité culturelle. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit, mais ça, c'est important de comprendre pourquoi, en fait, cet environnement qui est éphémère dans le temps et dans l'espace est spécialement bien pour avoir justement cette diversité d'expertise et de culture. Imaginez que vous ayez vraiment des collègues qui ont tous des expertises et des cultures différentes et vous deviez travailler tous les jours, toute l'année avec des gens qui sont complètement différents de vous. Ça pourrait devenir fatigant à la fin, ça pourrait devenir difficile. Mais par contre, investir 24 heures ou 48 heures, c'est quelque chose qui est pas trop cher, qui est quelque chose qui est faisable. Et puis du coup, l'idée c'est que et puis les moments d'intelligence collective, c'est pas quelque chose dont on a besoin tout le temps. C'est des moments qui peuvent être vraiment ponctuels dans le temps, qui peuvent arriver une seule fois et puis qui permettent ensuite de dégager des pistes de solutions qui sont utiles. Ou alors peut-être arriver à la conclusion que finalement un problème n'est pas un problème pertinent et puis c'est aussi une bonne solution. Donc voilà, parce que ça c'est vraiment la manière dont on veut designer un hackathon, c'est d'essayer de maximiser la manière dont les gens vont finalement en tirer bénéfice. Alors, les hypothèses de recherche qu'on a, grosso modo, c'est que les participants veulent s'amuser. Ils veulent avoir, et en même temps, ils veulent faire quelque chose qui a du sens pour la société ou qui a du sens pour eux. Alors, avoir du fun, c'est quelque chose qui devient à la mode dans la science du management. Vous avez sûrement vu des exemples de la Silicon Valley où finalement, on met des tables de ping-pong, tout le monde s'amuse, il y a des toboggans pour aller à la cantine et tout. Très bien, c'est super. Nous, notre idée, c'est plutôt dans l'idée du sport collectif, c'est-à-dire qu'en fait, l'innovation devient un peu un sport comme aller aller faire du foot ensemble et puis que finalement le produit de jouer ensemble à un jeu collectif ou de faire une activité collective devient de l'innovation. Et pourquoi le fun, c'est important pour nous? Vous allez voir, c'est qu'en fait, il y a une question de motivation intrinsèque. Quand les gens s'amusent, en fait, ils vont donner beaucoup plus de ressources, ils vont beaucoup plus s'investir finalement dans l'élaboration de solutions. Le deuxième point qu'on a trouvé qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les participants espèrent avoir un endroit où ils ne sont pas jugés, donc un endroit neutre. Souvent, dans une organisation, quand vous travaillez pour une organisation, vous reportez un manager qui reporte un top manager ou un middle manager, un top manager. Et puis, il y a toujours cette pression hiérarchique qui fait que vous allez avoir plein de moments d'autocensure. Vous dites, oui, mais quand je fais ça, est-ce que mon boss va être content? Est-ce que ça fait sens pour la société, pour l'organisation et tout ça? Et puis, en fait, ça, on se rend compte que c'est de plus en plus mauvais, finalement. C'est pas mauvais, à un moment, c'est bien d'avoir une hiérarchie, mais qu'il faut avoir des moments de liberté où, finalement, tous les collaborateurs ou même les étudiants qui suivent un cursus, ils puissent avoir des moments de liberté où personne n'est là pour les juger. Ce qui compte, c'est juste ce qu'ils vont faire pour eux et ce qu'ils vont faire pour la communauté. Et puis, voilà, du coup, le point, c'est quelle est cette expérience de liberté qu'est-ce qu'elle apporte finalement en termes d'innovation et de liberté. Et puis, pas seulement de la liberté où on dit, bah, moi, je veux faire ce que je veux, mais une liberté qui implique que finalement, les gens vont utiliser l'intelligence collective et l'expérimentation pour se diriger pour trouver des solutions qui font du sens pour la société en général, soit pour une organisation, soit pour leur pays, soit pour le monde, soit pour une cause environnementale ou sociale. Alors, donc, pourquoi les gens en fait participent dans les hackathons? Qu'est-ce qui fait qu'ils participent? Ils sont pas payés, ils font les choses, on leur donne juste à manger. Enfin, si on avait une vue cynique du problème, on dirait que le hackathon c'est une forme d'esclavage moderne où finalement les gens travaillent gratuitement et puis à la fin
à la fin, apparemment, ils sont contents. Évidemment, cette explication ne tient pas la route. Il faut essayer de comprendre un peu quelles sont les motivations. Alors, il y a deux types de motivations qu'on connaît, qui sont, l'un, c'est la motivation extrinsèque, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir des bénéfices qui sont clairs, qui sont monétaires d'une certaine manière. Donc, ça peut être, alors, ils ne vont pas gagner d'argent, il peut y avoir un prix, mais ça peut aussi être un gain de réputation, ça peut être trouver un job, ça peut être améliorer des compétences bien précises. Donc, ça, c'est plutôt des motivations extrinsèques, mais vous pouvez aussi avoir des motivations intrinsèques qui vont être le plaisir, une forme d'altruisme, l'idée qu'on va avoir de l'impact social, faire quelque chose pour une cause commune et collective. Alors, comment est-ce qu'on organise en fait les espérances des gens? Alors, nous, notre idée, c'est de chercher, c'est de faire de la recherche pour mieux comprendre comment est-ce que vous vous rappelez d'autres visions que le hackathon, c'est une espèce de place de marché du savoir, d'échange du savoir. Donc, nous, notre idée, c'est d'organiser les hackathons de manière à maximiser l'apprentissage des gens et puis la contribution des gens. Donc, que les gens puissent recevoir des autres et donner aux autres pour un bien commun. Donc ça, c'est un petit peu les idées notre conception et puis notre motivation d'une certaine manière pour faire de la recherche. Alors, la méthode à ce stade-là, elle est assez simple. On essaye de comprendre. Avant le hackathon, on fait un petit questionnaire qui prend environ 5 minutes à remplir, où on demande aux gens en fait qui ils sont, quelles sont leurs espérances, qu'est-ce qu'ils attendent du hackathon. Et puis après le hackathon, on leur demande de répondre plus ou moins aux mêmes questions, mais qui ont été réformulées en termes de… Donc avant, c'est des espérances, et puis après, c'est des expériences. Qu'est-ce qu'ils ont finalement vécu? Et puis on essaie de comprendre finalement qu'est-ce qui s'est réalisé par rapport à leurs expériences et qu'est-ce qui s'est pas réalisé par rapport qu'est-ce qui s'est réalisé comme expérience par rapport à leurs espérances et puis qu'est-ce qui s'est pas réalisé et puis en quoi ça a vraiment changé leur manière de s'investir positivement ou négativement. Donc, soit s'investir plus que ce qu'ils pensaient, soit s'investir moins que ce qu'ils pensaient. Alors, on vient juste de commencer il y a environ 18 mois à faire cette recherche et puis on a accumulé maintenant un dataset assez important. Lucia vous expliquera beaucoup mieux comment est-ce qu'on travaille avec des outils de data science, mais pour l'instant, on a environ 500 points qui ont été collectés à Genève, à Singapour. On a aussi des données qui viennent de Chine et on essaye aussi de comprendre, vous allez voir, des aspects culturels, c'est-à-dire quelle est la perception d'un hackathon à Genève dans un certain contexte versus, par exemple, à Singapour ou en Chine. Alors, juste pour la publicité, tant que vous êtes là, c'est important quand il y a des hackathons et qu'on vous invite à faire de remplir un petit questionnaire de recherche avant le hackathon et surtout après le hackathon, s'il vous plaît, faites cet effort de nous aider parce qu'à la fin, ça va nous permettre de développer des hackathons qui sont mieux, qui sont plus fit par rapport à votre demande et vos besoins. Et puis surtout, ça va nous permettre de communiquer et puis d'expliquer à ceux qui veulent organiser des hackathons comment mieux le faire. Donc, on a vraiment une logique d'open source et de partage de notre savoir scientifique. Le but, c'est pas du tout d'approprier. Alors, on va commencer par une question qui est très simple. On appelle ça l'attrition. C'est l'idée que dans un hackathon, vous avez toujours une perte. Vous avez un certain nombre de gens qui s'inscrivent et puis finalement, à la fin, il y a moins de gens que ce qu'on voudrait. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours mesurer exactement qui était là, qui n'était pas là, mais on a un proxy. On essaie de voir qui a répondu au premier, au questionnaire avant et puis après. Puis donc, on voit que dans certains cas, l'attrition est importante, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont répondu au premier questionnaire ne vont pas répondre au deuxième. Alors, ils ont peut-être participé, mais pour une raison X ou Y, ils n'ont pas assez de motivation pour répondre. Donc, pour nous, le fait que les gens ne répondent pas au hackathon, c'est déjà au questionnaire après le hackathon, c'est déjà un signe que finalement, on n'a pas encore une expérience parfaite où les gens sont aussi contents avant qu'après de participer. Ou alors, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas compris. Mais donc, vous voyez que pour chaque hackathon qu'on a fait, que ce soit la finance durable à Genève ou un hackathon sur l'autisme ou un hackathon sur le sport ou
un hackathon à Singapour ou en Chine, on voit qu'on a des réponses différentes. Vous voyez que la Chine, ils ont des moyens de coercition qui sont beaucoup plus importants parce que les gens là-bas sont forcés. Ils participent, on leur dit, voilà, vous répondez à ça, et puis ils répondent, et puis il n'y a pas de discussion. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des avantages au régime autoritaire, hein, ce n'est pas ça le point, mais c'est intéressant que de voir que culturellement, il y a des pays où on arrive vraiment à avoir un taux de réponse avant et après qui est assez similaire. Évidemment, à Genève, on a un petit peu plus de mal. Mais c'est bien parce que ça nous donne des KPI, ça nous permet de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'améliorer et comment est-ce qu'on peut améliorer le design de manière à ce que finalement les gens soient tellement contents après le hackathon qu'ils veulent absolument passer les 5 minutes qu'on leur demande à répondre au questionnaire. On va y arriver. Et Julia est très très forte pour faire que les gens répondent au questionnaire. Alors voilà, par rapport à l'attrition, c'est aussi intéressant de voir qui on arrive un petit peu à coder d'après les questionnaires qu'on fait, quel est le niveau de motivation des gens. Et donc, vous avez plusieurs niveaux. On a parlé de motivation extrinsèque, intrinsèque. Il peut y avoir une combinaison de motivation extrinsèque et intrinsèque. Et puis, il y a aussi des gens qui sont juste pas trop motivés. Et puis, donc, ce qui nous a intéressé, c'était de voir un petit peu, on peut catégoriser. Donc, quelles sont les personnes dans les hackathons qui ont plus une motivation extrinsèque ou une combinaison des deux ou plutôt intrinsèque. Et puis, on voit l'attrition. Donc, on voit ceux qui ont répondu au premier questionnaire et puis ceux qui restent à la fin. Et puis, ce qui nous intéresse de voir, c'est OK qu'on ait des pertes, mais ce qui nous intéresse de voir, c'est un petit peu quels sont les reports de charge. Donc, un peu qui passe de quelle catégorie à l'autre. Et puis, un point qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que ceux qui ont une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qui cherchent un prix ou qui cherchent à dériver vraiment des bénéfices sonnants et trébuchants, en fait, vous allez avoir beaucoup de gens qui finalement partent, et puis après une minorité de gens qui vont devenir qui vont avoir une combinaison de motivation extrinsèque et intrinsèque. Et ça, c'est intéressant de voir aussi que, par exemple, là, il y a des gens qui ont une motivation, une combinaison des deux, et puis après le hackathon, on voit qu'ils se sont reportés plus sur une motivation intrinsèque. Donc, pour nous, ce qui est positif, juste pour que vous compreniez, c'est que plus les gens disent qu'ils ont une motivation intrinsèque pour faire les choses, le plus on trouve que c'est positif, parce qu'on sait que c'est là où les gens c'est quand ils ont une motivation intrinsèque qu'ils vont développer le maximum d'énergie. Donc voilà, on est aussi intéressé pas que à la motivation, mais aussi à ce que les gens espèrent. Et puis, souvent, quand on va dans un hackathon, il y a quand même l'idée qu'il y a quelqu'un qui va organiser ce hackathon et qu'il va y avoir du support, qu'il va y avoir des coachs. Donc, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu est-ce que les gens veulent avoir du support, ils veulent qu'on les aide. Alors, heterogeneous, c'est une catégorie qui, comme son nom l'indique, n'est pas très claire. Mais vous avez aussi des gens qui veulent pouvoir expérimenter. Donc, c'est ce no judgment space et aussi avoir du support en même temps. Et puis après, il y a ceux qui veulent juste expérimenter, donc qui n'attendent pas le moindre input du hackathon ou de coach ou de n'importe quoi et qui veulent juste avoir la liberté d'expérimenter. Et puis, vous voyez qu'en fait, de manière assez intéressante, c'est que ceux qui restent à la fin, c'est une grande partie, c'est finalement ceux cette combinaison de experiment and support. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent avoir de la liberté, mais ils veulent aussi beaucoup de liberté, mais ils veulent aussi qu'on ait des outils pour les aider d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si on a un petit peu de temps, donc ça va. Le point, c'est aussi de voir un petit peu comment ça a évolué au cours du temps. Alors ça, on l'avait déjà montré. Donc voilà, j'avance. C'était juste de dire, par exemple, qu'est-ce qui définit chez nous la motivation intrinsèque. Ça va être contribuer à un but commun, c'est faire partie d'une communauté de hackers, développer trouver des solutions à des problèmes sociétaux, découvrir l'expérience, apprendre, innover avec les autres, améliorer ses skills et ainsi de suite. Et puis, plus ce qui est extrinsèque, ça va être win a prize, faire du networking, augmenter la visibilité d'un projet et puis avoir plus de reconnaissance. Alors, on a aussi essayé de regarder un petit peu de nouveau d'une autre manière plus fine les espérances et les expériences. Puis on voit que en fait, avant, il y a des gens qui vont vraiment être intéressés par les challenges, ils vont être intéressés par d'avoir des conseils pratiques, compter sur des experts. Alors là, c'était pour la finance durable, mais
faire des expériences de faire expérimentation dans la finance durable, avoir du support pour la communication, avoir du support après le hackathon et avoir plutôt du conseil par rapport au réseau. Puis ce qu'on voit, en fait, là, le bottom line, c'est que finalement, vous voyez qu'au cours avant et après le hackathon, en fait, les gens, ils changent. Ils ont des espérances et puis après, ils ont après une expérience qui est complètement différente. Et donc, ça, c'est un petit peu cette idée justement de Kairos Moment où c'est un peu dans le hackathon, il y a quand même un petit moment chaotique où les gens, en fait, doivent très vite repenser quelles sont leurs espérances et puis comment est-ce qu'en fait leurs espérances et leurs attentes changent en fonction du contexte, en fonction de dans quelle équipe ils sont et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Et puis, on pense que c'est là qu'il y a ce changement qualitatif qui s'opère, le fait que finalement, il y ait un truc où on soit déboussolé par rapport à ce qu'on attend du hackathon, déboussolé positivement, c'est-à-dire qu'en fait, on oublie la raison pour laquelle on est venu, et puis en fait, on trouve d'autres choses qui nous intéressent durant le hackathon, qui créent une expérience qui est qualitativement différente de ce qu'on espérait. Et puis, c'est ce côté un petit peu chaotique qui fait que finalement, on va trouver que l'événement, le hackathon, devient un moment Kairos, un moment où où ce qu'on avait planifié n'est pas exactement ce qui s'est passé, et c'est ça qui crée de la surprise et puis probablement du plaisir à participer. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que, oui, on l'a déjà montré, mais c'est que ce qui est très fort, c'est experiment and support. Ça, c'est vraiment à la fin, on voit que les participants, ils veulent cette combinaison des deux, de experiment and support. On a aussi essayé de montrer là comment est-ce qu'en fait on peut aussi combiner la motivation, comprendre la motivation. Donc ça, c'est sur l'axe horizontal. Et puis justement ce que les gens attendent. Et puis on voit qu'avant le hackathon, c'est pas très clair. Il y a quand même beaucoup qui veulent avoir la possibilité d'expérimenter et d'avoir du soutien, du support, du soutien. Et puis ils ont une combinaison de motivation intrinsèque et extrinsèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça devient de plus en plus clair après le hackathon. Donc en fait, après le hackathon, les gens savent beaucoup plus clairement qu'est-ce que leur a apporté le hackathon. Et ça c'est bien parce que par exemple d'un point de vue de design, ça nous permet du hackathon, ça nous permet de dire ben voilà quel est le niveau de liberté qu'on veut donner aux équipes versus leur donner du coaching. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important en termes de création et de design de l'environnement. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Lucia Gomez, qui va parler en anglais et qui va vous montrer un peu plus loin un espèce de preview de qu'est-ce qu'on développe en termes de data science pour mieux comprendre les hackathons. Est-ce que, Lucia, are you around? Yeah, I'm here. I was wondering maybe it's better if I share screen myself. As you wish. Sure. Or I can you tell me next and I just push button. No problem. It's maybe more because of the last parts. Okay, sure. Okay, so I have it on PDF. So while Lucia is preparing, Lucia is finishing her PhD in neuroscience at the University of Geneva, and she's a master in data science. So what you are going to see tonight, she cooked up yesterday night, and it's really cool. Yeah, thanks a lot, Toma, for these kind words. So yeah, I'm Lucia Gomez, PhD in neuroscience, as you can probably guess by my background. This is a slice of mouse brain, specifically if you are wondering. And what I am, I don't know if an expert in data science, but at least a passionate about it. So can you see the PowerPoint? Well, the presentation, Power of Data Science? Yeah, sure. Cool, okay. So the title of this section is the Power of Data Science. And I hope through my small speech today, I will convince you in a way on how data is powerful and the process of understanding it through data science. So what it is data science? I guess there is thousands of definitions of what it is. Probably most common is to drive knowledge and insight from data. But for me, it's an art. It's an art of asking the questions or letting
the data speak and you being an active listener and explore it freely and learn continuously from the process. So data, as you know, is everywhere around us all the time. It powers much of what much of what we do. And making sense out of data is what data science is about. And it is a challenge because many times data is noisy, is unstructured, is also an adventure because many times you start with certain ideas, preconceptions, or hypotheses, and through exploration, you discover something you would never expect before. It is a catalyst for innovation, I think, and this is probably especially interesting for all of you since you are engaged into hackathons, and hackathons are about that, coming up with new ideas. But in the same way, data can really teach you real time. And it is a lot of fun, like hackathons. I hope I will convince you about this through this small presentation. So what happens specifically in hackathon research, that this is a project that is led by Toma, and it started like 2 years ago, probably. Yeah, in COVID times. I cannot move my own thing. Yeah, okay. So here you have an illustration of how the hackathon data set looks like nowadays. Can you see my mouse, my pointer? Yeah, okay. So as you can see, we have many different surveys that thanks of people like you, we've been collecting data. We have different categories of questions, but the important thing here is that it's big data. This is really extensive and it's really easy to get lost into it. And it's very challenging to find ways to turn the invisible into visible. So data science is the process of how we do that. Imagine we could start like in a basic way, going variable by variable in the data set and seeing how it changed from the pre-hack to the post-hack, or how is distributed, what is the mean, the standard deviation, like basic things. But this will take ages, like it would last forever. Here specifically between the pre-survey and the post-survey, we have around 200 questions. Well, some of them overlap, so it will be like 130 something. For example, let's take the have fun variable, like this is the expectation and the experience of having fun, depending on if it's pre or post measured. And what we can see just with a basic univariate plot is that somehow the people that didn't expect to have fun before disappear in a way. They don't disappear, they are probably still there, but post-hack, this low tail of the distribution disappears. So somehow hackathons are a place for boosting the fun experience. But yeah, it will take ages to look all the variables this way, and probably any human mind is able to understand what's going on by looking at linear one linear relations. So we could do the 2x2 plots, like 2D plots, and understand relations between pairs of variables. Still correlations, we can use colors to access to a third dimension, but I hope you understand this is not at least my way to discover new things in data. Instead, I mean, we could still use 3D graphics, but what if we could see all this at once and understand it as human beings? And yeah, we can. There is something that is called dimensionality reduction. And basically it consists in to find the best 2D or 3D combination of all the variables present here that explains the best the data set. Here you have an example of what is called a principal component analysis, a PCA. And this was done, I did yesterday night. This is the last thing I did yesterday night. So, so probably would be easy for you to see. The endpoint is to arrive to at least 2 dimensions that explains the data set. And they are a result of projection of all the variables. So here in blue, you can see some of the variables containing this data set. And the dots are the participants. We can see how they distribute.
But principal component analysis has one limitation, that is a linear method, and it has difficulties to segregate data when it is like non-linearly explained. This is what happens in hackathon research. And to solve this, there is non-linear dimensionality reduction techniques, as the one you can see here, UMAP, with which we can really separate the participants and start to have insights into what make people different or what make people similar in a way. So I prepared, this is what Thomas was speaking about yesterday, an interactive dashboard, but because what if even looking all the variables at once, we could interact with it and in real time ask the questions we want. This is the view I have, but for this I need lines and lines of code. And I believe that with time is much more important to share knowledge and to share it in an open way. So everyone, no matter the knowledge in data science, no matter the programming abilities they have, they can interact and get insights from it. So let's go and see what this is about. Now, it's loading. Can you see it? Yes. Excellent. So this is an example of a dashboard with the hackathon project. And in this plot, the UMAP is the non-dimensionality reduction, dimensionality reduction that is non-linear. Here you can see clusters of individuals that were unsupervisedly found using, well, graph-made methods for finding relations, networks of people, in, depending on what they share or what they differ onto. And turns out, sounds like there is 11 different groups of people, but surely there are variables that explain this grouping. And I just wanted to show you a couple of examples of which variables could be driving this. For example, the having fun experience. Here you can see a color coding on the UMAP. And the red dots are the participants that are not expecting or didn't experience fun during the hackathon. And in a scale going towards the black, we can see the people that enjoy in a fun way the hackathon experience. As you can see, the majority of the people really had fun during the hackathon or expected to have it. In order to know which one of both this is, we can split by pre-post participation, for example. And we can see here, I will put it back to normal. There is a small group of people that didn't expect or didn't have fun. And when we split it on pre-post, as I was showing you before, we can see that this is something that disappears in post mostly. So sorry, because it's reverted. This is the pre-hack and this is the post. Probably the people that didn't expect to have fun just explain a lot of the attrition rate Thomas was speaking about. In post, we have very few of them. The enrichment in fun is something real that happens. And another, if we go back to the view of everybody, and we look another big driver for motivation and participation into hackathons is to belong to a community and to experiment this social event. In fact, there is two groups of people that are the exception in this case, that or they didn't expect to, or they didn't feel like belonging to a hackathon community. And we can understand how this happens. I'm exploring real time with you. So we can see that this one below persists in posts, and the one that is above it remains the same also. So this is not something that was changed through the hackathon process. There must be another variable that explains that. I don't know which one it is, since this is the beginning of the new way of understanding hackathon research. So we are starting, but we can explore together
Would some of you want to guess which grouping could be explaining this? All right, try whatever. Okay, let's try if there is some difference by culture, for example. In fact, there is many more people in Geneva in general, and it sounds like this is not something. Let's see if it's the hackathon itself. We can see that in fact, the majority of the people that didn't, yeah, but they are more. So we have to analyze this in a controlled manner. But what I wanted to show with you today is that in the future, the idea is to go really open, to share what we have, to make it user friendly. And for sure, the fact of you filling the surveys, participating, creates really new knowledge that can be used all over the world to improve hackathons and to make this even better. And yeah, probably in the future, this will be open to all of you to ask and wander around with who you are participating in a hackathon with. So that's all from my part. Great, thanks, Lucia. I mean, I want to say at this stage that's quite important is that actually the data are anonymized. So it's very important that you know that we cannot really pinpoint who you are in these graphs, because I think it would be scary otherwise. So it's all anonymized, and the University of Geneva doesn't even have access to who the people are. It's only data retained by Open Geneva. So very important that we bring trust on this side. Now I want to just restart just have one last slide, I think, to share. I'm sorry, I closed the window and I've to share the slide again. You want me to share them? Yeah, go ahead. Yeah, sorry, Lucia, I closed the window stupidly and now I don't have it here anymore. Okay. So I jumped to the slide you were speaking about. Please. Yeah, so the question is, again, why should you should contribute to the pre and post hacks? Really, you know, we want to integrate science as the core part of the innovation process. You know, open innovation is something that it's quite interesting story that open innovation was born out of the science, the science spirit, this idea that actually if things are open, they can be, they can be checked by others, and then they can be improved open, which is actually exactly what science is. You know, people publish some articles and then other people can review them, and then this is the way science is improving. And if you think about open innovation, it's the same process but for innovation. So for us it's very important just to reconcile in open innovation with what we call science or even open science. The case of Lucia is amazing because the way she developed this dashboard, sorry it's overnight so it's still a bit sketchy, but the idea is that in the future you would be able to actually explore by yourself what some hypotheses in a graphical way, and this is really typically open science. And we are really totally into that. And so, of course, as much as you can contribute to our research, the more you're going to contribute to open science. And then also we want, as you could see, we can better understand the expectations and, sorry for the typo, and motivations of participants and organizations. So we are going to more and more be precise about who are the people. You could see from Lucia's, you have some clusters of people, and from these clusters we can also understand, you know, is this cluster sensitive to, you know, cultural background or to some expectations or some motivation, and does it increase or decrease before and after? And that will help us actually to better pinpoint who the people are in the hackathons and what is important for them, and whether they were happy with what was important for them or not.
And then, of course, the final goal is to really have a way to design the best possible hackathon experience. So this is really what we want to do. I mean, data science is not going to help everything in the end. Organizing a hackathon is an art, but I think it's already kind of instructive to know what people are sensitive to, what do they expect, what they're going to learn, what they're going to contribute, and then this can help people like you or Julia or Megan to actually design better hackathon experience. So at the moment, it's all we could actually tell you for the preparation of your hackathons or events during Open Geneva Festival. But I think in the future you will have so much more access to this kind of data or insights. And we really open with Lucia and our team to actually to your questions and to your suggestions or what you believe that we should actually explore with regarding hackathons. Surely we have not thought of everything we can do with this data we have collected. So thank you very much. I don't know if there's any time for question. I don't know, Julia, does it work? Yes, sure. Yes. Okay. So is there any question at this stage or remark? People are sleeping already. Please ask a question. Please, we beg you. No question. Julia, you don't have a question? I'll ask a question. Okay, great. Hi. Okay, so I have participated in your organization of some hackathons in the past, and I mean, all this is great, but I'm not an expert in data science. How do you suggest somebody practically to implementing these kinds of pre-post surveys and real-time data analysis? That's a big ask for just the typical average person trying to help organize a hackathon. Do you have tools already? Is that available publicly, for example? Yeah, we have a very simple answer to give you. I mean, of course, it requires the adoption of using the Spark board we have developed. Actually, if you organize a hackathon with using the Spark board, we can give you direct access to the survey. So it means that the survey process is actually embedded in the Spark board. So we can, I mean, if you have a hackathon that is organized with the Spark board, we can actually have you can have readily access to the organization of the survey. And then for the data, the moment we have is some papers, some results that we can share, but yeah, soon, exactly as Lucia was saying, that soon there will be probably a web interface where you will be able to see some results, either explore the ways Lucia was saying, or actually see some kind of the key results we want you to be aware that we believe are important for you to actually better design the hackathon. And actually, further than this, we are going to not let you just with scientific results and try to figure out what could be kind of an improvement of the experience, but actually would be maybe that Open Geneva in the end is going to take these results and test new experience design, and then come up with new guidelines or improve guidelines to actually help design the hackathon. So it depends really on the level of curiosity you have in actually this science. As Lucia said, data science can be really something that is fun and people want to explore. And this is something we will be able to deliver soon. Or you want to have the scientific knowledge as it is published as in papers, or you just want to know what are the state-of-the-art guidelines for organizing and practice for organizing a hackathon. And then the best way is certainly to follow what Open Geneva is proposing, which is of course open source in terms of documentation, checklist, organization process, and so on. Okay, thanks. That's helpful. I guess I'm just now learning of resources such as Sparkboards. In the past, I've used Slack, which has been extremely useful, both for internal management and then also interacting and communicating with
the participants. But what is that? Can you explain quickly the difference between and what does Sparkboard do that Slack doesn't do? Yeah, no, very quickly, Julia can maybe complement, but the Sparkboard is really a tool to organize your hackathon. So actually, it just helps you gather the expose what are the challenges, what is going on during the hackathon, get some people to sign up for your hackathon. And Slack is actually the place where you're going to communicate during the hackathon. Maybe Megan, you can share the presentation on Sparkboard. The first module, the second module was on that. I will put it in the chat so you can see it in replay. Oh. Yeah, please, Catherine, just you can follow the link of that Megan shared, and you can actually have a full preview of what Sparkboard is and how it can help organize a hackathon. Oh, thanks. Yeah, I appreciate it. Yeah, I haven't gotten to module 2 yet. So no worries. Sorry. No worries. Thank you. Il y a une question dans le chat en français. C'est Poisson qui pose la question. Le rôle de la facilitation dans le transfert de compétences, 3 petits points, est-ce un thème de transfert de compétences? Je ne sais pas si cette personne veut prendre la parole pour... Non, mais je pense qu'on peut juste répondre comme ça. Alors, merci Poisson, c'est un nom sympa. Hein. La facilitation, c'est un petit peu... Julia peut peut-être répondre plus, mais on a un parti pris à Open Geneva qui est de réduire la facilitation au maximum. Et la raison est la suivante, c'est que le hackathon, c'est aussi une expérience de empowerment, de capacity building. Et puis, en fait, on se rend compte que souvent, quand il y a trop de facilitation, en fait, les groupes de projets ou de défis n'arrivent pas, ne deviennent pas autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours attendre que le facilitateur leur dise si ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien. Et puis, en fait, il y a toujours ce statut social qu'il y a dans la facilitation. Alors, nous, la manière, c'est la même chose avec les experts. Si vous mettez beaucoup d'experts dans un hackathon, en fait, les groupes, ils vont passer leur temps à poser des questions à des experts. Et puis, croyez-le ou pas, les experts sont très, très bons pour vous dire tout ce qui ne marche pas dans leur domaine, mais ils sont extrêmement mauvais à proposer des solutions qui marchent. Parce qu'en fait, ils ont développé cette capacité à analyser les situations qui sont associées à leur domaine d'expertise. Et puis, ils n'ont pas développé des capacités à développer des solutions qui pourraient être innovantes. Et puis, il y a ce deuxième problème qu'un expert est souvent vraiment expert dans un seul domaine. Et puis, il va avoir cette difficulté à prendre des perspectives différentes et à justement intégrer cette idée d'intelligence collective dans l'élaboration de solutions. Donc, il peut être seulement une partie de la solution pour une équipe. Donc, le truc, c'est que dans un hackathon, si vous mettez trop d'experts et trop de facilitateurs, il se trouve qu'à la fin, de notre point de vue, les projets ressemblent à ce que les facilitateurs et les experts ont conseillé aux équipes. Et puis, du coup, en termes de capacity building, et puis on dit en anglais empowerment, c'est moins bon. Et souvent, les résultats sont moins bons. Donc, en fait, Open Geneva a un peu cette philosophie de laisser faire, de laisser les gens se débrouiller, quitte à ce que ça soit un peu plus difficile, que ça nécessite que ce soit un peu plus rugueux comme expérience. C'est-à-dire qu'en fait, les gens doivent vraiment travailler à se mettre d'accord, à passer au-delà de leurs différences pour trouver une solution commune. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs échelles et puis plusieurs types de hackathons qu'on peut organiser. Et évidemment, la facilitation peut vraiment aider. Merci. Je vois qu'on a une autre question de Nita. Do you have any examples on how your data insights has helped improve the hackathon experience? Do you measure any specific KPIs? So this is a very good question. Again, it would be maybe a question for Julia, but let me start, and maybe Julia and Megan want to complement. I think it's very hard at this stage to actually set up some KPIs, but what we see is that actually our insights, they have helped us actually design some hackathons that actually are really are moving so much more the people who participate. And so it's not fully standardized, but we know that, as soon as you get some insights, you're going to have a feedback loop in the sense that you want to actually start, you take into consideration this question of
for instance, of no judgment space. This is not something that we had consciously in mind when we before we did research, and then we found this research and this results, and actually that actually triggered more certainty and about the fact that actually a hackathon is really a place for no judgment. And in this way, we actually could maybe make some tiny changes in the design of the hackathon. That actually, it's just better. And it's just a question at some point, it might be not something like so much into the the concrete and step-by-step design of the hackathon. It's also kind of an empathy towards the participants. So if you know better what the participants are actually expecting, you know better how to react and to actually provide them with what they are looking for, but they might not be able to express it in a conscious way. So because if you say to people when they come to a hackathon, they arrive at a hackathon and say, well, actually, do you expect to have fun, or do you expect to have a no judgment space or something like that? Well, it might just be hard for people to understand, because as Lucia said, you have like so many dimensions that are associated with the hackathon experience that you cannot actually really make sense of what each individual is going to tell you. And we don't have time to ask them at the beginning of the hackathon in a way. So the idea would be more that actually we develop a sort of empathy, that we know that actually what are the important determinants of the success of a hackathon is maybe no judgment space, support and experimentation, fun, and so on, and then implicitly the design of the hackathon, or the way we actually going to entertain the hackathon, is going to be more aligned with these values and with these expectations. And if I can add to this, hi everybody, I'm Aphrodite from UNITAR. Just because from our already from the first hackathon research, and correct me Thomas if I'm wrong, like we saw that people, they really wanted to learn during the hackathon and learn about the topic that eventually is going to be addressed collectively with other people. And of course, this led us to having to think about how we can, of course, share this amount of knowledge in a minimum, in a short of time, because the hackathons are very short events, but it led us to then having these trainings, especially for the hackathon and the SDG Innovation Bootcamps, where for each hackathon you can we do it for specific hackathons with our partners, but the SDG Innovation Bootcamp serve as well as a 3 days training before the hackathon, the same week before the hackathon, for the participants to really get prepared and make the most out of it with the maximum amount of knowledge and capacities they can build over the bootcamp, but also over the hackathon, because it's learning by doing. So this was quite insightful from the very first research, and that we implement it, and of course we monitor it, and we measure if it does it really contribute to the learning and what we can do better. But with regards to the also empathy aspect that Thomas was mentioning, this is another example. Yeah, I forgot to mention that Aphrodite was the person who really took the lead in starting this study. So thank you, Aphrodite, and still part of the research team. Yes, I mean, this is exactly the point that I wanted to make. Thanks for so to complement Aphrodite. So to the question, the two last questions actually on the facilitation and the competency transfer, and the second one on the KPIs. So this is typically what we learn actually pushed us to actually move out the learning part, or the workshop part, or the coaching part out before the hackathon, because we realized that actually during the hackathon is not a good moment. During the hackathon is actually people want to do stuff, and they want to advance. They have a clear goal about delivering 24 hours later. They might need some support, maybe they need some data, maybe they need some just little help, but it's no longer time to
to really get some background about what the hackathon is. And of course, they are going to still learn from so the essential of their learning will be through their interactions in terms of collective intelligence. So we call that learning through innovation. So the idea is that actually you innovate first and then you learn as part of the process of innovating. Also, I want to say one word. I mean, if there's any question, is there any other question? And otherwise, I want to make I might want to make a final word. Or there can be 10 more questions. I mean, don't worry. I'm here for a while. We are here for a while. No. Oh. Okay. Bye-bye, Lucia. Thank you so much for being around and for your contribution. A pleasure, and let me maybe say thank you for your feedback. I'm now thinking about 2 things. Can I say them? Sure. First, it would be so nice to have a website in which anyone organizing a hackathon can input the survey and get the results that are specific in the dashboard that is specific to their hackathon. And second, I think we could do like a time series analysis and see if what we learned in 2021 has an impact in the result of the hackathon in 2022. If we are effective learners from you guys. And thanks a lot for your attention. It was a pleasure. See you soon. Thank you, Lucia. Thank you. Thanks, Lucia. So you might have noticed that the baseline of the festival this year is rethinking hackathons, and I think that's an important conclusion we can draw from today's presentation, is that actually Open Geneva doesn't believe they know everything about hackathons. We actually have been always very curious about what the others have been doing. So from the very first day of the festival of hackathons, we were always very curious of what others would actually do. And this is now, it's extended to Asia. So now when we work with our colleagues in China or in Singapore or in Thailand, we actually try to really understand what is different for them, what is important for them, what is the design they are going to come up that might be different. Of course, they ask us to give some coaching and to help them, but we always make sure that actually they can come up with their own version of a hackathon. And this is something that is of very, very high value for us, but also for the community. And I think what we presented today is that actually not only people come up with some experience designs, some hackathon experience designs that can be valuable, but now, I mean, there's a new layer that is going to be deployed over 2022, which is just evidence-based. So we're going to have like really evidence for people to available for people to bootstrap and to come up with new designs. Of course, it's still early stage. It's a self-funded project, so we don't have a like full capacity to actually develop these quantitative tools at this stage. But we are really aiming at this, that in the end people actually can come up with their own design, not just a wild guessing or just on the intuition, but also on based on data and a capacity to analyze this data in a relatively handy way, I would say. So this is all about rethinking hackathons and getting the tools to rethink them and to improve them faster and better, and having not only us but the whole community contribute to changing and evolving hackathons. Super. Je ne sais pas s'il y a encore des questions par hasard. Non, sinon je vais repartager la présentation parce que Aphrodite va vous dire quelques mots sur la suite. Voilà. Aphrodite, à ton tour. Oui, merci Megan. So yeah, sure. I'll continue in English then. Yes. So I see some of you here already having joined from the first module of this bootcamps, and
We are now at our last one, the 5th. So those who registered and attended live here, all the 5 modules, you will get certified by UNITAR and Open Geneva. And here you can see our template. This is a template and this is a fictional name that you can see here, and not our event type for the SDG Innovation Bootcamp, but a hackathon. But this is what you will be receiving by next week, by the end of next week, actually. And this QR code, it also serves to really verify the authenticity of your training certification by UNITAR as an issuer, and of course UNITAR and Open Geneva in this case. So we're very happy to have done this training together with Open Geneva. It has been a great journey, and I was glad to see many of you here. And yeah, that's it. We have, I believe, the list and the attendance from all the people. So expect to receive this nice certificate, which you can use also as a badge to upload in your social media and communicate about your experience. Merci, Aphrodite. Je ne sais pas s'il y a des questions. If you have any questions on the certificate. Non, ok. Je vais continuer en français du coup. N'hésitez pas à aller regarder le programme du Festival d'innovation ouverte Open Geneva. On a lancé le programme la semaine dernière. Je vais vous mettre, si j'arrive, le lien du programme dans le chat. Comme ça, vous pouvez consulter les plus de 40 événements qu'on a sur différentes thématiques, et n'hésitez pas à y participer. Hop. Et donc voilà, on est arrivé à la fin du coup de ce dernier module du bootcamp. Merci à tous et toutes d'avoir participé à ces quelques semaines d'innovation et de formation. Vous pouvez retrouver nos différents médias sociaux. Donc on est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram sous Open Geneva. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre pour avoir plus d'informations sur nos activités et la suite. Je vous mets aussi le lien pour s'inscrire à notre newsletter dans le chat. Hop. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Et voilà, pour moi, c'est tout de mon côté. Merci à tous encore d'avoir participé, et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je ne sais pas, Julia, si tu veux rajouter quelque chose. J'ai mis le lien pour tous les replays du bootcamp pour ceux qui auraient loupé les modules. Mais sinon, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est de vous remercier. Merci pour votre présence ça fait déjà un mois en fait qu'on fait ces bootcamps. Donc merci pour votre fidélité. C'était sympa de vous rencontrer. On espère pouvoir vous voir en vrai. Si vous êtes sur Genève à l'occasion du festival, venez participer aux différents événements et hackathons. Organisez votre hackathon, il est toujours temps, et restons en contact pour faire grandir la communauté d'innovateurs, d'innovatrices qu'on essaye d'animer aussi tout au long de l'année. Rendez-vous au festival. Rendez-vous au festival. Merci beaucoup. Merci à tous, une bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.